Salut Aurélie, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélie, tu viens d'être élue députée de la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale dans la Seine-Saint-Denis. Tu vas siéger au sein du groupe de la France Insoumise. Tu es aussi présidente du Parlement de la NUPES, de la même NUPES. On va y revenir, mais d'abord une question. Hier, dans son allocution présidentielle, Emmanuel Macron a renvoyé à leurs responsabilités les oppositions après les élections de dimanche et l'absence de majorité. C'était à la fois assez confus sur le rôle et la place des institutions et relativement creux. C'est quoi votre position à la NUPES ou plus singulièrement au sein du groupe de la France Insoumise? Est-ce que vous allez jouer le jeu du Parlement et essayer de, je sais pas, de co-construire des choses comme vous leur proposez Emmanuel Macron, ou est-ce que vous allez faire de l'obstruction et systématiquement refuser tout ce qu'il propose? Alors déjà, ta question, elle est orientée. Déjà, première réaction à l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est quand même hallucinant. Il renverse la charge de la responsabilité. C'est quand même lui qui nous a mis dans cette situation. Il a été d'abord très mal élu. Ça a été un des plus mal élus de la Ve République à l'élection présidentielle. Et puis, il a profité par ailleurs massivement du vote de barrage au Rassemblement national. Barrage au Rassemblement national qu'il ne fait plus d'ailleurs, je vais en reparler. Et la responsabilité, elle est aujourd'hui de son fait. Il a vécu aussi un camouflet, la Macronie a vécu un camouflet lors de ces élections législatives. C'est bien pour ça qu'il se retrouve là où il en est. C'est-à-dire face à une très forte opposition, d'abord de la NUPES, 150 députés. On a fait 6 millions de voix. Je le dis aussi parce que la Macronie est en train d'introniser comme premier groupe d'opposition le Rassemblement national qui est lui à 90 députés, donc quasiment 2 fois moins, et 2 fois moins de voix, 3 millions de voix. Donc nous sommes bien la première force d'opposition. Ce qui est hallucinant, c'est que dans la foulée de ce qui a été fait depuis 5 ans, la Macronie fait monter et érige le Rassemblement national soi-disant comme son principal adversaire. D'abord, ça a été 5 ans de banalisation des idées d'extrême droite par Darmanin qui dit à Marine Le Pen « vous manquez de mollesse sur l'islam », par 21 lois sécuritaires qui fait qu'on a focalisé les questions sur la sécurité et l'immigration plutôt que les vrais besoins des Français. Aujourd'hui, on a eu des duels lors des législatives. Sur 60 et quelques duels, il n'y en a que 7 pour lesquels il y a eu une consigne claire de barrage au Rassemblement national de la part de la Macronie. Et aujourd'hui, plein de ténors qui par exemple nous disent que la présidence du groupe des finances, de la commission des finances, qui est un poste ultra stratégique, devrait revenir au Rassemblement national. Donc tout est fait. Ensuite, on se fait traiter d'extrême gauche, etc. Alors que nous sommes la gauche, tout simplement. On pourrait aussi nous les traiter d'extrême libéralisme, voilà. En ce qui concerne la Macronie, donc il nous met dans une situation catastrophique, c'est-à-dire un RN. C'est vrai, à un niveau élevé, même si ça n'est pas la première force d'opposition, 90 députés, et un chaos social profond dans la France. Je veux dire, s'il y a eu ce camouflet, c'est parce que les gens ne veulent plus de la Macronie, quoi, et parce que le bilan est catastrophique. Donc le premier responsable de la montée du RN, c'est Emmanuel Macron. Le premier responsable de ce chaos institutionnel, ou en tout cas de ce soi-disant blocage, c'est Emmanuel Macron. Si ensuite c'est un blocage de toutes ces politiques de régression sociale, tant mieux en fait. Et nous allons justement faire vivre la démocratie parlementaire. C'est nous qui allons la faire vivre, c'est pas lui. Lui, il est déjà en train de la piétiner. On attend déjà le vote de confiance, ce qui est quand même l'usage de la démocratie parlementaire, demander le vote de confiance pour le gouvernement. On l'attend toujours, j'espère qu'il va le faire. C'est le b.a.-ba de la démocratie parlementaire. Donc les vrais bloqueurs, ceux qui piétine la vie parlementaire, c'est la Macronie, c'est pas nous. Voilà. Alors justement, t'en as un peu parlé là, enfin tu l'as mentionné, cette histoire de présidence de la commission des finances. Je pense que beaucoup de Français et de Françaises ont découvert que c'était un poste important à l'Assemblée nationale. Je vais te poser la question un peu brutalement, mais est-ce que finalement c'est si important que ça pour vous de se battre pour ce genre de poste? C'est pour ça que vous avez été élu, parce que on voit, genre franchement, au-delà depuis l'élection de dimanche, en gros, il y a eu 2 gros sujets. C'était est-ce qu'il y a un groupe commun pour la NUPES, et deuxièmement, qui va prendre la présidence de la commission des finances. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça le groupe commun, c'est pas rien, c'est
C'est une étape de plus dans la nouvelle union. Et on sait très bien qu'on n'a pas renoncé à gouverner, nous sommes prêts à gouverner. Et pour ça, il faut que cette nouvelle union soit la plus forte possible, la plus unitaire possible. Pour ça qu'on a déjà les 650 mesures en commun, on a le Parlement de la NUPS, je vais en reparler, on a l'intergroupe, mais un cran de plus serait un groupe commun. On va voir si les autres forces de la NUPS acceptent ou pas, mais c'est une proposition, c'est tout. Et c'est pour, disons, de manière incontestable, être cette première force d'opposition, même si nous le sommes déjà en fait, puisque et par ailleurs on n'a pas besoin de ça pour la présidence de la commission des finances parce que ça jouera un nombre de votes. Donc si nous sommes d'accord pour nous imposer un candidat commun à la commission des finances en ce qui concerne la NUP, ça sera bon. Vous en avez un candidat commun ? Si la Macronie ne joue pas ne joue pas un très mauvais jeu, qui serait de participer au vote, alors que d'usage dans le b.a.-ba de la démocratie parlementaire, la majorité présidentielle ne participe pas à ce vote, puisqu'il s'agit de le donner à la première force d'opposition. On va attendre ça. Mais justement, vous avez un candidat commun aujourd'hui de la NUPS pour la présidence de la commission des finances ? C'est discuté aujourd'hui, donc je peux rien dire à ce propos-là. C'est discuté entre les groupes de la NUPES aujourd'hui. Bon, c'est stratégique tout de même parce que ça permet de lever le secret fiscal sur les grandes entreprises et sur les particuliers. Donc c'est bien pour ça que la Macronie ne veut pas nous le filer. C'est là qu'on voit aussi peut-être un début de connivence entre la Macronie et l'extrême droite, dans le sens où c'est vrai, ce qu'ils ont en commun, c'est le refus de s'attaquer aux intérêts des ultra-riches et des multinationales. On le voit très concrètement sur ce sujet. Je vais te poser la question autrement. Est-ce que quand on est de gauche, on doit vraiment considérer que le pouvoir se trouve dans les institutions dont on parle, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale ou dans les couloirs des ministères? Est-ce que c'est vraiment pour ça, en fait, qu'aujourd'hui vous avez été élu? Est-ce qu'on peut pas imaginer que quand on est de gauche, on ne doit pas non plus concentrer genre toutes ses forces dans un bâtiment dans ce qui se passe dans un bâtiment du 7e arrondissement. En fait, nous on pense, en tout cas, je pense qu'on est la seule force politique à dire que non seulement on n'a pas peur des mouvements sociaux, mais on en a besoin. Et donc on fonctionne sur deux jambes, celle des mouvements sociaux, celle de ce qui se passe dans la rue. Voilà, la stratégie de confrontation dans la rue, la stratégie aussi, toutes ces alternatives très concrètes dans les interstices du capitalisme. Voilà, si je reprends les trois grandes stratégies d'Eric Gordon Wright, la stratégie interstitielle, c'est par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est les monnaies locales, etc. La stratégie de confrontation, celle des gilets jaunes, celle quand on va en manif et qu'on vient protester, quand on fait de la désobéissance civile. Et puis la stratégie de participation critique aux institutions, c'est ce qu'on fait là dans l'Assemblée nationale, et tout ça va ensemble. De toute façon, je pense que nous ne serons victorieux, c'est-à-dire que nous prendrons le pouvoir dans la société, le peuple, j'ai envie de dire, quand nous aurons, quelque part en articulant ces trois stratégies. Il n'y a pas d'opposition selon moi, et la preuve en est que en tout cas, nous, on joue là-dessus, par exemple, avec le Parlement de la NUPES. C'est quoi le Parlement de la NUPES? C'est ça, c'est cette stratégie-là, d'articuler, cette vision qui est d'articuler les stratégies dans la rue et dans l'espace public et dans les institutions et l'Assemblée nationale. On va revenir sur le Parlement de la NUPES, mais d'abord une question sur le Rassemblement national. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, tu as dit qu'ils n'étaient pas le premier groupe d'opposition, mais ils sont quand même 90 et c'est quand même assez inédit dans l'histoire de la Ve République que l'extrême droite ait un groupe aussi nombreux. Comment est-ce que toi tu vois ça? Qu'est-ce que ça veut dire finalement est-ce que c'est une nouvelle donnée pour toi de notre société? C'est-à-dire que aujourd'hui, le Rassemblement national, l'extrême droite, en fait, a vocation à participer parce qu'ils sont nombreux, ils sont représentés maintenant au Parlement. Ils ont vocation aussi à représenter le peuple. D'autant que toi, t'es député, tu vas devoir peut-être bosser avec eux. Moi, je me souviens, il y a pas mal de députés insoumis, notamment, je pense à François Ruffin, qui travaillait en fait avec des députés de droite ou des députés de la Macronie. Est-ce que toi, demain, tu pourrais faire une mission d'information, par exemple, avec un député RN? Nous, justement, nous avons, contrairement à la Macronie, nous avons encore des digues étanches avec le Rassemblement national. L'extrême droite, on ne peut pas banaliser l'extrême droite. L'extrême droite n'est pas un parti comme les autres, n'est pas une force politique comme les autres. Elle puise ses racines dans le racisme, dans le sexisme, dans la régression très extrême des droits sociaux, dans l'attaque des droits fondamentaux, notamment le droit à l'avortement. Donc ce n'est pas un parti comme les autres.
Et donc, il est hors de question pour nous de banaliser l'extrême droite et de faire une quelconque alliance, accord, convergence, avancée, ce que tu veux, avec l'extrême droite. Mmh. Et évidemment, nous n'aurons pas les mêmes façons de faire avec l'ensemble des forces politiques et avec l'extrême droite. Il est hors de question de mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, c'est ce qu'a voulu faire, c'est ce qu'a joué la Macronie. Voilà où nous en sommes. Une extrême droite avec je dirais des racines qui puisent jusque dans le fascisme. Voilà. Pour reprendre les mots de François Ruffin dans une interview au Monde datée d'hier, François Ruffin, il semble un peu opposé. Il dit on ne peut pas être la gauche des métropoles contre la droite et l'extrême droite des bourgs et des champs. Toi, tu es une députée de métropole. 100% d'ailleurs des députés de Seine-Saint-Denis appartiennent à la NUPES. Ça dit quoi de la politique en France? Est-ce que tu es d'accord avec Ruffin quant à cette analyse un peu sociopolitique? Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans son interview, mais donc je rappelle quand même que on est loin d'être des députés des métropoles, parce que en fait, il y a sur les 70, alors j'ai pas compté, mais il y en a des dizaines qui sont de Haute-Vienne, de la Creuse, d'Ille-et-Vilaine, de l'Hérault, etc. Enfin voilà, par exemple, on a plusieurs départements. Alors celui de la Creuse, il n'y a qu'une seule circo, mais voilà, on a plusieurs départements qu'on a en entier, en fait, pas seulement la Seine-Saint-Denis, et qui sont vraiment des territoires, des bourgs ou carrément des territoires ruraux. Et voilà, et je pense qu'il y a un article, enfin, il y a des analyses très intéressantes de la part de sociologues ruraux qui montrent que cet espace rural ou cet espace des bourgs est en fait très différencié. On peut pas en faire une catégorie en fait. Et il y a des espaces des bourgs des territoires qui restent très à gauche, il y en a qui sont maintenant très à droite. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'étudier pourquoi. Et moi, je pense que justement l'enjeu, il est de voir les convergences d'intérêts entre cette France des métropoles et des cités, si je peux dire, parce que moi j'ai plein de cités dans ma circo, des quartiers très très populaires et par exemple Flixecourt, puisque François est là-bas, il y a des choses en commun. Il y a d'abord le démantèlement et la crise des services publics, se battre pour des maternités, des postes, des écoles, etc. C'est un combat commun qu'on a dans les quartiers où complètement délaissés à Bondy ou à Noisy-le-Sec dans ma circo, comme à Flixecourt. La question de la relocalisation des emplois et je veux dire la question de la destruction des emplois industriels, ça concerne autant la Seine-Saint-Denis qui est un ancien département très industriel et où on continue à détruire de l'emploi industriel. La preuve en est, moi, à Romainville, de Biocitec, qui est un gros pôle pharmaceutique qui a été en gros saccagé par un promoteur immobilier. Comme c'est la même chose avec le textile, toutes ces industries de textile qui sont parties de la Picardie, quoi, et du Nord. Bon, et donc la relocalisation des emplois, elle concerne ces deux territoires-là. Voilà, donc il y a, je pense, toutes ces questions, et évidemment la question du partage des richesses. Les 10 millions de pauvres en France, il y en a autant dans nos cités qu'il y en a à Flixecourt, etc. Donc il faut qu'on arrive aussi à avoir un récit commun pour tous ces gens-là. Pour moi. Donc, je comprends qu'il faille aussi avoir un discours spécifique, mais il y a aussi et surtout un discours commun. Mais justement, la construction de ce discours commun, est-ce que il pourrait être aussi inventé, imaginé au sein du Parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Est-ce que c'est ça aussi le rôle de ce Parlement? J'ai pas très bien compris aujourd'hui encore quels étaient exactement. Enfin, d'ailleurs, s'il y en avait des statuts pour ce Parlement, comment on y rentrait, je sais pas quoi, les règles qui les régissent. Mais en gros, à quoi ça va servir? Est-ce que c'est la construction de ce récit commun? Est-ce que le but, c'est de faire dialoguer toutes les sensibilités de la gauche politique, mais pas que, aussi de la gauche sociale, de la gauche intellectuelle? Enfin, ça va servir à quoi? En fait, déjà, il faut comprendre que ce Parlement, c'est un corps politique en construction. Au début, en novembre-décembre, quand on a lancé ça, c'était un comité de soutien. Enfin, on s'est dit, bon, c'est un comité de soutien qu'on va appeler Parlement, quoi. Et puis, de fait, petit à petit, c'est devenu un vrai espace de mobilisation, d'échange avec les mouvements sociaux. C'est un think tank? C'est plus que ça, puisque en fait, ça a servi. Par exemple, on envoyait partout des gens faire des meetings.
Dedans, il y a le groupe des économistes qui s'est constitué, qui dépasse d'ailleurs le Parlement, où il y a voilà, où on lance des tribunes, où on lance et où on lance et où on participe au programme, on refait le chiffrage, etc. Donc c'est plus qu'un think tank, ça participe au fond du programme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a proposé, et je crois que c'est une très bonne idée, que ce soit aussi l'espace où on discute avec les autres forces politiques aussi des mesures qui font encore débat entre nous, avec des scientifiques, avec des syndicalistes, etc. Et c'est un organe aussi de lien avec les mouvements sociaux, de discussion sur l'actualité, voilà, et de participation aussi active à la mobilisation populaire. Donc c'est plus qu'un think tank. C'est pour moi l'espace, voilà, c'est l'espace d'abord d'échange qui dépasse l'Assemblée nationale avec les autres forces politiques, mais aussi avec le reste de la société, tout ce qui fait les résistances dans la société, échange et construction d'initiatives. Donc voilà, c'est plus que ça. Après, j'ai envie de dire là, ça allait très vite. Enfin, ça a été d'abord un organe de campagne, donc maintenant il faut qu'on se pose pour réfléchir à ce qu'on lui donne comme objectif à plus long terme, quoi. Et c'est pas évident parce que s'y croisent à la fois les forces politiques de la NUPES et tout un tas de gens venus des différentes sphères de résistance. Donc c'est un corps politique en construction qui est complètement inédit, quoi. Il y en a, moi j'ai pas d'équivalent, donc en fait on peut s'appuyer, on n'a aucun modèle entre guillemets. Donc voilà, on le fait voilà, petit à petit, en marchant, exactement. Alors, dans le genre objet politique non identifié, il y a aussi le mouvement qui est la France Insoumise, qui, je rappelle, n'est pas un parti, enfin ne se veut pas comme un parti, qui a jamais été vraiment structuré comme un parti, avec, enfin comme les autres, on va dire, comme le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts ou le PS, où il y a des bureaux nationaux, il y a des congrès tous les je sais pas combien de temps, etc. Beaucoup des décisions étaient prises au sein du groupe parlementaire, où il y avait 17 députés, comme on le sait. Maintenant, vous êtes plus de 70 au sein du groupe de la France Insoumise. Est-ce que vous allez structurer le mouvement de la France Insoumise, ou est-ce que vous allez continuer comme avant? On va sans doute le faire évoluer, mais on n'a pas eu le temps non plus. Là, je rappelle que les élections étaient dimanche, quoi, donc ça fait 4 jours. Là, voilà, on a tous fini à 2-3 heures du matin dimanche. Là, on vient de s'installer à l'Assemblée nationale, ça va très très vite. On n'a pas pris le temps de se poser. C'est-à-dire là, on était en campagne. La campagne, c'est un terme militaire, hein, mais il y a un peu de ça. Hein. C'est voilà. Donc là, on va se poser, on va pouvoir enfin réfléchir à plus long terme, justement, comment on articule, voilà, comment on fait évoluer le mouvement, comment on l'articule à un groupe à l'Assemblée qui est très vaste, comment on l'articule au Parlement de la NUPES, voilà. Donc, et puis comment on se prépare à gouverner, parce que en même temps, on a un contexte de grande instabilité quand même. Hein, et institutionnel et de grand chaos social, et il faut qu'on se prépare aussi à gouverner un jour. Voilà. J'ai une dernière question, Aurélie. En parlant de ce mouvement qui est la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon se voulait, selon ses propres mots, la clé de voûte de ce mouvement gazeux qu'il avait mis en place. Du coup, là, il est plus député. Est-ce qu'il a encore vocation à être la clé de voûte de ce mouvement gazeux? Est-ce qu'il a encore une place dans ce mouvement gazeux? Ou est-ce que, comme il l'a dit plusieurs fois depuis sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle, que maintenant il a vocation à passer la main aux plus jeunes notamment? Il n'a pas vraiment dit qu'il passait la main. Il a dit place aux jeunes, je sais plus exactement. Il a dit je serai aux avant-postes du combat aussi. Et je crois, pour ma part, que c'est important qu'il reste encore une clé de voûte, parce qu'il a un rôle justement structurant pour l'instant. Il est et je m'en suis rendu compte en faisant campagne en fait. Il est un symbole énorme, pas qu'un symbole, hein, il est une figure et un repère énorme pour des millions de gens. Et ça, moi, je l'ai vu en campagne, et notamment dans les quartiers les plus populaires. Je veux dire, à la fin, moi, je disais, ok, je pouvais dire les mesures qu'on porte, nanana, et puis à un moment, je dis, Mélenchon, et tout le monde comprend, quoi. Et ça, c'est très, très, très précieux. Donc, voilà, il va continuer à jouer, à mon avis, je l'espère, un rôle très important dans le mouvement, et comme repère politique. Hein. Voilà. Mais tu sais lequel? Enfin, toi, c'est pareil, hein, ça fait l'élection, ça fait 4 jours. Il faut laisser le temps. Je veux dire, je pense aussi qu'on fait de grandes choses quand on prend un peu le temps de se poser et de pas tout de suite. Voilà, il faut prendre le temps de l'analyse, et c'est comme ça aussi qu'on fait les bons choix.
Eh ben, on suivra ça de près. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Merci.